Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Depuis le 20 juillet, des combats violents opposent le FARDC appuyé par le Wazalendo aux combattants Twirwaneho à l'ILF 123 dans les moyens plateaux des Fizi. Sur l'axe point zéro, les Twirwaneho ont progressé vers Kangouli et Moulima après une contre-offensive. La coordination nationale de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation maintient sa marche de soutien aux institutions prévues ce mercredi 22 juillet à Kinshasa, malgré le refus d'autorisation du gouverneur Daniel Bumba. Merci de nous suivre dans les quatre coins du monde. Des violents combats opposent depuis le 20 juillet 2026 les FARDC appuyés par le Wazalendo aux combattants Twirwaneho à l'ILF 123 dans les moyens plateaux des Fizi. Sur l'axe point zéro, les Twirwaneho ont progressé vers Kangouli et Moulima après une contre-offensive selon une source administrative locale. Ketia Rukameka. Des violents affrontements ont été enregistrés depuis lundi 20 juillet 2026 entre le FARDC appuyé par le milicien Wazalendo et les combattants Twirwaneho alliés à l'AFC 123 dans le moyen plateau de Fizi au sud Kivu. Ces combats se sont déroulés dans les secteurs de Tanganyika sur l'axe point zéro, notamment autour de Kangouli et Asilelo. Débutés lundi dans l'après-midi, ils se sont poursuivis tard dans la nuit avant de reprendre ce mardi 21 juillet 2026. Selon des sources locales recoupées, le Twirwaneho aurait réussi à repousser les forces gouvernementales. Les troupes de l'ARC, branche militaire de l'AFC 123 alliée au Twirwaneho, contrôleraient actuellement la bretelle reliant point zéro aux localités de Kangouli et Moulima, d'après une source administrative congolaise dans la région qui s'est confiée à Kivu Morning Post. Pour l'heure, aucun bilan précis de ces affrontements n'est disponible. Ces combats reviennent après plus d'une semaine accalmie dans la zone. Depuis le début du mois de juillet, l'armée congolaise a coupé le réseau de sociétés de communication ainsi que l'accès à l'Internet dans la région. Une situation qui pénalise la population locale, selon la société civile du territoire de Fizi, qui dénonce cette coupure de moyens de communication. La coordination nationale de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation maintient sa marche prévue ce mercredi 22 juillet à Kinshasa. Cette manifestation vise à soutenir les institutions de la République. Le gouverneur Daniel Bumba n'a pas autorisé cette marche, estimant ne pas prendre acte de son organisation. Nous avons suivi avec attention particulière les recommandations du gouverneur de la ville-province de Kinshasa par rapport à l'interdiction de la marche du 22. Nous avons décidé de maintenir notre marche parce qu'il s'agit bien d'une marche pour la protection des institutions de la République et l'encouragement à nos FARDC. Bien entendu, suivra demain une grande réunion de l'Union sacrée où nous attendrons encore d'autres échos par rapport au renforcement de cette marche du 22. Le gouverneur a donné la position du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Maintenant, nous campons sur notre position et nous ferons rapport au présidium de l'Union sacrée de la nation et nous verrons ce qui va suivre aussitôt après. Aristote Ngarimé du PPRD estime que le véritable dialogue doit se tenir entre Tshisekedi et Joseph Kabila. Il affirme que ce dialogue ne doit pas être organisé selon les conditions fixées par le chef de l'État ou l'IDPS, plaçant l'urgence nationale au centre de toutes les préoccupations. Le dialogue n'est pas comparable à un cadeau d'anniversaire que le président Tshisekedi aurait donné aux opposants. Non. Par ailleurs, c'est le président Tshisekedi qui vient de s'inscrire dans la logique de dialogue telle que proposée par l'opposition. Ça a toujours été l'idée, la philosophie de l'opposition. Figurez-vous qu'en son temps, nous avions dit que la crise est multisectorielle. Il faudra une approche globale d'un dialogue inclusif pour trouver la solution définitive. Nous avions dit que c'était notre choix, notre idée depuis longtemps. Cependant, nous n'aurons pas un dialogue selon les dictats
pas de l'IDPS. Nous n'avons pas besoin d'un dialogue avec les mains liées. Nous n'avons pas besoin d'un dialogue selon le résultat voulu et entendu par l'IDPS. Nous voulons un dialogue inclusif. D'ailleurs, le vrai dialogue, c'est entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi. Si vous voulez que je sois direct avec vous. Le vrai dialogue, c'est entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi. Je pense, je l'ai dit tantôt ici, d'un dialogue inclusif. Je ne suis pas ici en train d'excommunier, d'exclure certains Congolais. Si vous êtes Congolais, vous estimez que vous êtes porteur d'une revendication, d'une idée, vous pouvez l'étaler autour d'une table. C'est ici le lieu et le moment, si les options sont levées de part et d'autre, que nous puissions aller vers le dialogue. Vous savez que le président Tshisekedi avait juré de ne pas dialoguer avec l'opposition à Pété, l'opposition à Nzala, le patin, tout consort. Nous l'avons vu à Doha, envoyer des gens en Angola ainsi qu'à Burundi. Donc, aujourd'hui, l'opposition avait proposé le schéma de dialogue et c'est le président Tshisekedi qui s'est inscrit dans le schéma de dialogue. Il est venu rejoindre la voix de l'opposition qui était celle de faire le dialogue. Et c'est ça notre position. On va exclure personne. Personne. Ceux qui sont ici à Kinshasa, ceux qui sont en dehors de Kinshasa, ceux qui sont dans la diaspora, nous voulons que tout le monde, au moment opportun, puisse dialoguer sous une médiation étrangère. Le député national Gratien Irakan dénonce plusieurs insuffisances dans la riposte à la 17e épidémie d'Ebola. Après l'audition du ministre de la Santé à l'Assemblée nationale, il cite notamment les retards des résultats des laboratoires, la gratuité des soins non effectifs, les non-paiements des primes de risque, le manque de clarté sur les financements, les difficultés de coordination et la prise en charge insuffisante des enfants suspects. Si les problèmes des laboratoires, on a des labos, mais les résultats traînent. Parfois, on est en train d'aller à 4, 5, 6 jours. On n'a pas les résultats. Et ça frustre les malades, Excellence. Il y a la cinquième préoccupation, la gratuité des soins. Vous êtes allé sur place. Vous avez dit à tout le monde que les soins sont gratuits totalement en Ituri à partir de ces jours. Mais vous avez oublié de décrire quels sont les centres où on peut recevoir gratuitement ces soins-là. Et donc aujourd'hui, la population est dans la confusion parce que cette gratuité-là, elle n'existe pas réellement sur le terrain. Mais aussi les médecins qui sont en train de prester. La plupart des médecins n'ont pas de primes de risque. Est-ce que vous pouvez aider l'Ituri pour régulariser certaines situations pour que les médecins puissent travailler comme il se doit? Je ne vais plus revenir sur les financements parce qu'on l'a évoqué, national et international, mais il y a une divergence parce que le ministre des Finances nous a parlé de 130 millions décaissés par le gouvernement et 2 millions qui viennent de la communauté internationale. Ici, je suis en train d'apprendre 50 millions. Alors, quel est le chiffre qui est vrai? Je ne vais pas revenir parce que beaucoup de collègues ont parlé par rapport à ça. Par rapport aux ONG qui sont sur le terrain, est-ce qu'il y a un système d'harmonisation de toutes les prestations que vous faites? C'est très important parce qu'il y a une grande partie des ONG qui travaillent et il faudra qu'il y ait harmonie dans ce que nous sommes en train de faire. Et la protection est prise en charge des enfants isolés. Il y a des enfants qui arrivent qui sont des cas suspects. Et quand ils arrivent, on les sépare de leurs parents. Mais pourquoi on ne peut pas avoir des mécanismes qui permettent de protéger ces enfants-là? Parce qu'il y a un enfant qui est décédé à Séméniakoundé, tout simplement parce qu'on l'a séparé des parents et il est allé seul, en solitude, il est mort parce qu'il n'avait pas à manger. Est-ce que vous avez eu à investiguer ces cas-là? Donc, le gouvernement doit garantir quand même les droits des enfants pour que les choses puissent aller comme il se doit. Nous parlons toujours de la santé. L'Institut national de recherche biomédicale, INRB, concentre ses recherches sur l'évaluation des tests rapides, la compréhension de la transmission et la physiopathologie du virus Ebola. Son directeur général, Jean-Jacques Mouyembe, l'a annoncé lundi à Kinshasa à l'issue d'une réunion dans le cadre de la riposte contre l'épidémie et qui touche 5 provinces de la République démocratique du Congo. Bon, c'est notre réunion hebdomadaire parce que nous avons reçu des fonds de recherche donnés par le gouvernement de la République. Et donc nous, on s'est réunis régulièrement pour évaluer différents projets qui sont soumis par les chercheurs de l'INRB. Et aujourd'hui, nous avons donc dit que ces recherches doivent avoir comme priorité de répondre d'être en adéquation avec la riposte Ebola
dans l'Ituri. C'est pour cela que nous avons dit la première priorité, c'est d'évaluer les différents tests rapides que nous avons reçus des différentes firmes pharmaceutiques. Et nous avons donc évalué pour savoir si ces tests peuvent être utilisés sur le terrain, en Ituri et dans d'autres provinces qui sont affectées. Deuxième priorité, c'est de comprendre la dynamique de la transmission du virus Ebola dans la population. Surtout, nous allons prendre donc le personnel soignant, donc les hôpitaux, les centres de santé et également chez les orpailleurs, ceux qui recherchent, n'est-ce pas, l'or dans les mines de Mongwalu. Alors, troisième priorité, c'est comprendre la physiopathogénie de cette maladie à virus Bundibugyo, c'est-à-dire faire des études anatomopathologiques qui sont localisées dans différents organes. Nous allons donc étudier cela. Alors, je pense que ce sont là donc les trois priorités que nous avons retenues, mais d'autres projets sont en cours et nous pensons qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons également financer ces projets. Et que du vaccin contre Ebola? Bon, le vaccin, il y a d'abord une étude internationale qui va donc évaluer le vaccin que nous avons utilisé contre le virus Zaïre. Et nous allons donc évaluer ce vaccin avec d'autres partenaires, avec des financements donc de partenaires extérieurs pour savoir s'il y a une immunité croisée avec le virus Zaïre. Il y a une autre question. Est-ce que Ebola, je ne sais pas si la question vaut, Ebola est à Kinshasa? Ah bon, ça c'est vraiment une question en dehors de notre sujet. Mais pour le moment, en tout cas, nous n'avons reçu aucune information sur la présence de Ebola ici à Kinshasa. Et entre-temps, quelles sont les mesures préventives? C'est comme le ministère de la Santé le dit toujours. Et rappeler? Oui, on peut vous rappeler. Donc, la maladie se transmet par contact direct avec le fluide corporel. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment la mesure barrière, la propriété des mains et puis... À Nyankoundé, dans la province de l'Ituri, le calme revient progressivement après les violences de derniers jours. Une délégation de l'UNADI et du Conseil provincial de la jeunesse a appelé les habitants à regagner leur village, à éviter les rumeurs et à respecter les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. Après quelques moments de violence, le calme revient progressivement à Nyakoundé. Pour s'enquérir de la situation, une délégation de l'UNADI et du Conseil provincial de la jeunesse s'est rendue sur place. Elle a échangé avec le chef de la chefferie des Indisoma, les responsables de l'hôpital général de référence de Nyakoundé, les autorités sanitaires ainsi que les leaders de la société civile, afin d'évaluer la situation et d'encourager les retours à la normale. Le président de l'UNADI, Michel Metawani, se dit rassuré par le retour progressif du calme. Il invite les habitants qui avaient fui à regagner leur village et à respecter les mesures de prévention contre Ebola. La situation est sous contrôle. C'est qu'on se contrôle parce que si l'autorité de l'entité est présente et que l'autorité provinciale est en train de suivre de près la situation d'ici, ce qui veut dire qu'il n'y a rien à s'inquiéter. Et nous avons trouvé aussi la population a été d'évacuer des activités ici sur place. Ça nous rassure davantage. Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Nyakoundé, le docteur Charles, rassure que les soins se poursuivent malgré les récents incidents. Warete hiyo magonjwa yenye natuvamia hapa. Inaomba kabisa nyinyi wa ndugu zangu munisikie mimi mtoto yenu ya kwamba niko hapa, niko na nyinyi na tone pamoja tupiganishe hiyo malali ya Ebola. Le président du Conseil provincial de la jeunesse, Deogracias Bungamuzi, invite le jeune à privilégier la paix et à accompagner les efforts des autorités pour restaurer la sécurité dans la région. C'est inacceptable kama wewe kijana unaona mtu anatoka mbali sana
Bapartenere banatoka kwa États-Unis wapi kwa kufika tupiganishe tumalize Ebola, haiko kusema Ebola haiko. Inaomba inaatire attention ya kila kijana. Na role ya kijana yote popote anapopatikana ni kutumika kwanja kwa kuokoa communauté yetu. De son côté, le chef de la chefferie des Indisoma salue cette visite de solidarité. Il assure que les autorités locales restent à pied d'œuvre pour accompagner la population et faciliter le retour des déplacés tout en appelant chacun à éviter les rumeurs. Kila mtu arudie kwake, amani ishaingia. Bunya mwenyeko kama gambo ya Bavi, mwenye komanda, mwenye Marapo, wote atuka arudie bila shida yoyote. Voilà, tunapokea wageni toka mbali tangu jana biko nafika kutupatia moyo, biko hapa biko arudia bila tatizo na tunalala hapa bila shida. Avant de quitter Nyakoundé, les membres de la délégation ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le plaidoyer auprès des autorités provinciales afin de renforcer les moyens de la riposte contre Ebola et d'accompagner les efforts visant à consolider la paix dans cette partie de l'Ituri. Nous quittons l'Ituri, direction Lubumbashi. Les travaux du nouveau terminal de l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi progressent normalement. Lancé en avril 2025, les chantiers avancent avec le délai prévu selon le chef de projet du terminal. Celui-ci assure que les travaux évoluent dans les bonnes conditions. De l'aéroport international de Luano-Lubumbashi. Donc actuellement, comme vous voyez, les travaux du terminal sont en cours pour le gros œuvre qui est en tout cas bien avancé comme vous pouvez l'apprécier sur place. Et là, je pense que dans les semaines, dans les mois à venir, il y aura une montée en puissance en tout cas de l'évolution des travaux pour livrer le projet dans les meilleurs délais. Donc, actuellement, côté gros œuvre, nous sommes très bien avancés et d'ici là, on a dépassé en tout cas les 50% concernant le gros œuvre. Donc actuellement, là où vous êtes, c'est ici que sera le tarmac. Donc actuellement, on a un câble qui est présent ici qu'on attend de dévoiler ça pour commencer les travaux du tarmac. Donc en tout cas, on est sur une bonne voie et très rapidement, on espère que le projet va être livré dans les meilleures conditions. Ici, ça sera le terminal. Donc le terminal sera bâti en tout cas sur une superficie de 18 000 m². Donc sur 3 niveaux de RDC, la mezzanine et le premier étage. Donc on aura en tout cas sur ces niveaux, on aura 2 passerelles qui pourront servir simultanément 4 avions. Donc de l'autre côté, à partir de la route principale, nous avons un parking qui pourra accueillir au plus en tout cas 250 véhicules. Donc avec toutes les installations nécessaires qui feront en tout cas de l'aéroport un aéroport moderne, international, suivant les standards internationaux et comme ça se voit partout dans le monde. Et c'est la fin de l'actualité du jour sur Archive Monique Post pour ce mardi 21 juillet 2026. Merci à vous de l'avoir suivi. On s'abonne à la chaîne si c'est pour la première fois que vous nous suivez. On se retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles.